Salut, c'est Lucie. Salut, c'est Alban. Trentenaire et parent de 2 petites filles. Bienvenue dans Sous les aurores. Le premier podcast réalisé par un couple de Français en Norvège. Sous les aurores, c'est le podcast haut en couleur qui vous emmène vivre toutes les nuances de l'expatriation et de l'immigration en Norvège et bien au-delà. Que vous soyez déjà expatrié, immigré, que vous rêviez de le devenir ou que vous soyez simplement curieux de découvrir d'autres façons de vivre, ce podcast est fait pour vous. Alors, mettez-vous à l'aise, servez-vous une bonne tasse de thé ou un verre de vin et rejoignez-nous sous les aurores. Au menu, discussion sincère, Moment de rire et d'émotion. et surtout, beaucoup de belles découvertes. Alors, bienvenue chez nous sur un nouvel épisode de Sous les aurores. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Sous les aurores. Aujourd'hui, à nouveau pour moi en tout cas, je suis un peu starstruck. On reçoit Thomas Bassetto. J'étais plus connu à la base dans les groupes Facebook des Français à l'étranger, la Norvège.no, le blog. Et tu as aussi un rôle maintenant dont on va parler un petit peu plus tard. Donc très heureux de faire ta connaissance. On a beaucoup entendu parler de toi et aujourd'hui tu es chez nous. Donc c'est très heureux de te recevoir. Et on va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu t'appelles, depuis combien de temps tu vis en Norvège, dans quel domaine travailles-tu et si tu as un petit culture choc à nous partager que tu as vécu à ton arrivée ou que tu continues de vivre au quotidien. D'abord, je voudrais vous remercier d'être là parce que moi aussi je vous connais, j'écoute votre podcast depuis le début. Je m'appelle donc Thomas Bassetto, je suis en Norvège depuis 12 ans maintenant. Je travaille dans l'informatique. Principalement maintenant dans l'intelligence artificielle et la cybersécurité, les 2 sujets un peu chauds du moment. Ouais. Niveau culture choc, je dois reconnaître que je me sens norvégien maintenant, plus que français. Il n'y a plus grand-chose qui me surprend. Au tout début peut-être, par contre, assez simple, c'est vraiment la relation au travail qu'ont les Norvégiens, où je suis arrivé en Norvège, ma première semaine, je culpabilisais de partir à 29h. Je pense qu'on l'a beaucoup vécu, ça, Ouais. on avait parlé. Et bon, maintenant, j'ai aucun scrupule à partir à 16h, bien sûr. Voilà. Et du coup, toi, tu viens d'où et est-ce que tu peux nous raconter ton arrivée en Norvège, comment tu as atterri ici? Ouais, alors, en fait, c'est le coup du hasard. Je viens du sud-ouest, je pense que ça s'entend. Ça chante un peu. Ouais, Oui. ça chante un peu. J'ai fait mes études à Rouen, par contre, donc de l'autre côté, là où j'ai rencontré ma femme, enfin celle qui allait devenir ma femme. Ouais. On a travaillé tous les deux à Paris. Elle vient de Normandie, donc pour nous, c'était une vie différente dans la capitale, qui nous a pas plu tant que ça. Au bout de 2 ans, on s'est dit peut-être qu'en fait, on partirait bien. Quitte à partir de Paris, autant partir de France. Donc nous avons postulé dans plein de pays en fait. Et dans notre top 3, on visait quand même peut-être la Suisse, l'Angleterre à Londres, ou peut-être pas, pourquoi pas les États-Unis, même si au niveau visa c'est un peu plus compliqué. Mais on a beaucoup postulé. Et le gros hasard a fait que, en 2 semaines d'intervalle, tous les deux avons reçu des offres d'entretien, pas des offres d'emploi directement, Ouais. mais des possibilités d'entretien pour des entreprises à Oslo. Incroyable. Qui n'était pas vraiment forcément dans le top. Je dois avouer qu'à cette époque, je ne pouvais pas placer la Norvège exactement sur une carte. Le grand cliché, Norvège, Suède, Finlande, bon voilà. C'était au nord. Voilà, c'était au nord. La Norvège, ils font du saumon. Le classique. Le classique. Et donc, nous avons réussi à avoir tous les deux les entretiens le même jour. Donc, nous sommes venus à Oslo un vendredi en novembre. Oui. Oula. Voilà, il faisait froid, il pleuvait, il faisait nuit assez tôt. Nous sommes restés le week-end et le fait est qu'on a tous les deux eu un job, chacun notre job en gros. Et on s'est dit, allons-y quand même. Ah oui, ça vous a pas rebuté Non, le week-end sous la pluie. Parce que l'idée c'était, on y va pour un an. On vient en Norvège, on a la chance d'atterrir avec un travail. Ouais. On reste un an, ça sera une expérience sur le CV. Au bout d'un an, on rentre en France et ça sera ça de prix. Et on n'est jamais reparti. Voilà. Comme quoi. Comme quoi. J'adore ces expériences où on vient pour un temps Qu'on pense défini à la qu'on base. pense ouais. défini, ouais, puis au final, au fur et à mesure, on est là,
Enfin, je suis toujours pas repartie, quoi. Pour tous ceux qui viennent peut-être d'arriver en Norvège et qui se disent bon, on est là pour 1 an ou pour le temps de bosser peut-être 2 maximum, sachez que ces 1 an vont se transformer en 15 avant que vous le sachiez. Non, mais c'est non seulement ça, et puis en plus, nous sommes tous les deux maintenant norvégiens, donc on a la Vous avez la nationalité nationalité. norvégienne. Ah ouais. Donc, on est Ceinture vraiment là. noire. Voilà, Voilà. on est là pour rester. Trop bien. Et par curiosité, ta femme, elle travaille dans quel domaine? Oui, très bonne question. Elle travaille comme ingénieure dans le risque industriel. Elle a commencé d'abord dans l'oil and gas, le pétrole en Norvège, c'est un grand classique. Et suite à la crise de 2015-2016, elle s'est réorientée dans le ferroviaire. D'accord. Donc elle travaille comme ingénieure dans les réseaux ferroviaires de Norvège. Ok. Bon, en tout cas, apparemment, c'était des domaines assez attractifs pour vous pour trouver un emploi depuis la France. Voilà, les temps ont peut-être un peu changé, mais bon, ingénieur dans l'informatique et dans les risques industriels, c'était très porteur en 2013, donc nous avons eu de la chance de ce côté-là. Et à votre arrivée, quelles ont été les grandes découvertes et puis les défis aussi Je pense que je ne l'ai jamais raconté, celle-là. Yes, Quand je suis arrivé en Norvège, en fait, un des culture chocs que j'avais oublié, peut-être enfoui, je l'ai refoulé, c'est au niveau de la nourriture. Alors, ça a beaucoup changé, j'ai beaucoup de choses à dire en positif sur la nourriture norvégienne maintenant. Mais quand je suis arrivé, le manque de choix, la mauvaise qualité, j'ai perdu 10 kilos en 1 an. Ouais, j'ai vraiment... je trouvais pas. Ah, mais trop drôle. C'est ridicule. Mais je trouvais pas. J'avais pas des cassouets tous les midis, quoi. Exactement. Les temps ont changé. Mais ça, c'est vrai qu'en fait, ça a été un des gros culture chocs. Comme j'ai déjà dit, ça a été le travail aussi, la relation au travail. Mais après, ça a été aussi en positif. Ça a été vraiment la confiance des gens. Il y a moins de stress qu'en France, même si c'est pas le cas pour tout le monde. Tout n'est pas rose, mais dans l'ensemble, c'est quand même une meilleure qualité de vie. Et quels aspects de la culture norvégienne tu as rapidement adoptés? Peut-être une chose, c'est vraiment la bulle personnelle. Donc, vous savez, les Norvégiens, en fait, respectent énormément la bulle personnelle. Dans un bus, les Norvégiens vont parfois rester debout au lieu de s'asseoir à côté de quelqu'un alors qu'il y a une place libre. Même si tu croises quelqu'un que tu connais, un collègue, tu vas pas forcément de suite aller lui voir et dire « Ah, salut !» Tu laisses les gens tranquilles. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai assez rapidement adopté et qui me convient très bien. Et en fait, au début, ça me choquait assez. Forcément, en tant que Français à l'étranger, on reçoit de la visite des amis, des parents. Et je remarquais la différence où, en fait, les gens qui nous rendaient visite avaient beaucoup de choses à dire sur les gens. Enfin, pas forcément des critiques, mais ils observaient, ils disaient « Ah, t'as vu comment ils font t'as vu cette personne-là Ah, regarde !» Et les Norvégiens sont là, genre, on s'en fout. Enfin, tu vis ta vie. De quoi tu te mêles à regarder et à juger ce que font les autres gens dans la rue Donc ça, c'était un des cultures chocs que j'ai peut-être encore quand on a de la visite. Il y a aussi, bien sûr, la pause du déjeuner, on va dire, par exemple, où je travaillais à Paris dans des entreprises qui n'avaient pas de cantine. Donc, en fait, on sortait tous les midis pour aller au restaurant. Donc, c'était minimum 1 heure de pause, souvent 1h30. En Norvège, comme vous l'avez déjà dit, on est plutôt dans les 20 minutes. Et en fait, ça, je me suis aussi totalement adapté à ça. C'est suffisamment pour manger et ça permet de sortir plus tôt. Quand j'entends des amis qui me racontent encore en France, qui vont jouer aux cartes avec des collègues sur la pause entre midi et 2, moi aussi. J'ai envie de dire, mais enfin, fais-le après si tu as vraiment envie de jouer aux cartes avec des collègues. Mais sinon... non, mange sans te presser, reviens travailler, et tu finis à 16h, ou à 15h30, ou à 15h même. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que parfois, je trouve que le lien social, ça fait quasiment 7 ans qu'on est en Norvège, encore plus qu'on n'est plus en France, mais de ce que je me rappelle, c'était, tu sais, les postes café un peu à rallonge, les repas où tu refais un peu le monde, et parfois je pense que ça peut me manquer ici. Est-ce que toi, c'est quelque chose tu as un peu aussi cette Madeleine de Proust peut-être qui revient, ou tu l'as mis de côté et tu t'envisages plus le travail tel qu'il est en Norvège? Non, c'est une très bonne remarque, le coup de refaire le monde, comme tu dis, qui n'est pas du tout dans la culture norvégienne. Et moi, ça ne me manque pas du tout, honnêtement. C'est même le contraire, comme j'ai dit, je me sens parfois plus norvégien. Et c'est plus l'inverse quand je me retrouve dans ce genre de discussion où c'est plus du tout mon truc. Est-ce que tu as des activités particulières après la journée de travail que tu aimes
En français, ça s'appelle des courses d'obstacles. Mhm. Et une fois sur deux, les gens me disent « Ah oui, tu sautes au-dessus de haies ». C'est pas du tout ça. Je sais pas si vous voyez plutôt les parcours du combattant. Les tough race et tout ça. Voilà, Ouais. c'est ça que je fais. Mais, donc ça, c'est vraiment... je fais partie d'un club spécialisé dans ce type de compétition. Donc ça, c'est vraiment mon dada. Ah, mais c'est génial, j'entendais. ouais. Je savais pas Parce qu'il que y je avait savais pas qu'on pouvait s'entraîner en club. Donc tu as des entraînements pour te préparer un peu à... Parce que, par exemple, un obstacle qui est dans toutes les courses, c'est grimper à une corde de 5 mètres pour aller taper donc une des sonnettes. Et c'est difficile de s'entraîner sans littéralement avoir une corde de 5 mètres à disposition. Donc il y a des clubs spécialisés dans ça. Ou les rampes, par exemple, les rampes qui sont à 8 mètres. C'est difficile de s'entraîner sans en avoir une à disposition. C'est génial, c'est où ça, par exemple La plus connue, c'est Toughest, qui a lieu à Holmenkollen, et dont le dernier obstacle est de remonter le saut à ski par le milieu. Donc il y a un filet qui est mis en place par l'équipe parce que c'est assez raide. Donc ça, c'est le dernier obstacle. Sinon, il y en a un peu partout. La prochaine, c'est dans 3 semaines à Trondheim que je fais. Sinon, il y en a à Horten, qui est plus au sud d'Oslo. Donc je fais du kayak aussi, beaucoup. Trop bien, sur le fjord. Ouais, sur le fjord. Alors, je ne l'ai pas dit, mais je travaille pour DNV, des Norske Veritas. Encore une fois, DNV, j'insiste sur le V parce qu'en Norvège, il y a DNB, il y a DNT. Ah oui, souvent, tu fais bien d'insister parce que moi, j'avais DNT là en tête. Il y a souvent. Moi, j'ai tous les stats aussi. Ouais. Avant Equinor, c'était Statoil, Statkraft, Statnet, Statbig. Il y a un pattern. Et maintenant que c'est Equinor, Banenor, il y a plein d'entreprises avec des patterns comme ça. Donc, mon entreprise est basée au bord du fjord, à Oslo, à Høvik. Et on a la chance d'avoir une vingtaine de kayaks à disposition pour les employés. Donc, oh là là, génial. C'est vraiment très pratique. Donc, ça me permet. Le fjord, c'est parfait parce que on peut faire du kayak, visiter les îles. C'est moins dangereux que le faire sur la côte ouest où là, il y a plus d'intempéries, plus de vagues. Alors, c'est peut-être un peu moins. C'est pas les fjords comme à l'ouest, mais c'est suffisamment beau et pratique. Donc, ça, le kayak, je recommande à tout le monde d'en faire. Tu peux en faire toute l'année ? Je peux. Mais je ne le fais pas. D'accord. Ouais. Parce que il faut quand même une sacrée protection en hiver. Ouais. Et techniquement parlant, au bord du fjord, en tout cas là où j'ai mon entreprise, le fjord est gelé. C'est cette partie du fjord est gelée en hiver. On peut marcher. J'ai d'ailleurs traversé le fjord jusqu'à une île à pied cet hiver. Ouais. Donc là, non, on ne peut pas faire de kayak. Donc le kayak, c'est important. Et bien sûr, l'hiver, je me suis mis au ski de fond. Donc je viens, comme tous les Français, je pense, sauf ceux du Jura, le ski de fond, ça me parlait absolument pas du tout. Ouais. C'était presque une blague. Et j'ai appris qu'ici, non seulement c'est pas une blague, mais en fait, c'est vraiment très sérieux. Si tu fais du ski de fond, plus que tu sais un peu marcher un pied devant l'autre, que tu en fais comme les Norvégiens, tu es fatigué au bout de 10 minutes, et c'est vraiment un sport complet d'endurance. Donc je m'y suis mis petit à petit je participe à quelques compétitions. Ah oui, quand même. Je suis pas très bon, clairement, mais ça motive. Ouais. Attends, est-ce que tu sais faire du skating? Ouais. Je me suis mis au skating parce que j'étais un peu frustré que tout le monde me dépasse. Et oui, voilà. Et les gens continuent à me dépasser. Mais tu sais faire du skating. Je sais en faire. Je m'y suis mis, mais c'est difficile. Ouais. Il faut vraiment reformater un peu son cerveau pour arriver à faire le mouvement de skating qui est quand même très différent. Je pense que les gens qui ont l'habitude de faire du roller ont plus de facilité. C'est vrai. Ouais. Mais c'est pas plus fatigant? Ah, c'est beaucoup plus fatigant. Ouais. Là, pour le coup, c'est très sportif. Hein. Très sportif, ouais. mais tu vas beaucoup plus vite. Ouais. Donc voilà, ça, je recommande à tout le monde de se mettre au ski de fond. Je sais que c'est difficile au début. Je suis tombé, je tombe encore après 12 ans alors que j'ai fait des longues distances. Mais en fait, ça permet aussi de survivre l'hiver, voilà, de se sortir, de profiter de la nature. Je me suis mis aussi au ski... Non, je ne me suis pas mis au ski alpin, j'en faisais déjà en France, un peu dans les Pyrénées. Ça aussi, c'est quelque chose à faire en Norvège. Je me suis mis cette année au ski de rando, ce qu'ils appellent Top Tour. Ah oui, voilà, ça pour moi, c'est pareil, ceinture noire. Alors, c'est vrai que les Norvégiens adorent ça. Moi, ce qui me freine encore, c'est le prix. Le prix du matériel, le prix de la location. Même si c'est pour louer, c'est très cher. C'est vrai que le ski de fond, c'est quand même plus abordable de tous ces sports. Exactement.
Est-ce que tu peux rapidement expliquer à quoi ressemble un peu le ski de randonnée ? Ouais. Le ski de randonnée, ce sont... alors je veux froisser personne parce qu'il y a des gens qui sont plus experts que moi. Oui, non. Voilà. Mais grosso modo, ce sont des skis qui sont déjà plus proches du ski alpin au niveau des tailles, mais dont le talon est libre, un peu comme le ski de fond, en tout cas durant la montée. Ouais. Donc ils ont des attaches, des bindings qui peuvent se régler, donc non seulement accrocher le talon ou pas, mais surtout régler la hauteur. Ça permet de monter, et on peut mettre des pots sous les skis qui permettent au ski donc de ne plus glisser. Donc l'idée, c'est de mettre ces pots et de monter à pied, sur les skis, mais en marchant jusqu'en haut de montagne à des endroits qui ne sont pas travaillés, donc c'est en dehors des sentiers battus. C'est brut. Ouais. C'est brut, ce qui peut être illégal dans certains pays, mais en Norvège, c'est un sport national de faire ce genre d'activité. Et ensuite, de redescendre donc, dans des couloirs immaculés, sans personne d'autre. Une fois qu'on a enlevé les pots et réglé le binding pour bien accrocher le talon, bien sûr. Et donc, ça demande en général aussi d'avoir des compétences en avalanche, en détection d'avalanche. Je ne sais pas si c'est illégal ou juste très très mal vu, je dirais même illégal quand même, de ne pas partir sans sonde, sans matériel, en gros, pour récupérer des gens d'avalanche, sans pelle, sans émetteur. Ah oui. Donc, moi, pour l'instant, j'ai fait seulement un cours. Et ce qui retient pour me lancer quand même, c'est on parle en équipement avec les chaussures et tout. Je dirais vraiment minimum 10 000 couronnes, donc on va dire 1 000 € d'équipement, même de seconde main. D'accord. Oui, voilà. Je veux dire, j'ai pas de voiture, donc à chaque fois que je pars comme ça veut dire il faut louer une voiture. Ouais. Donc ça. Tu vas en faire où généralement du ski de rando? C'est comme dans les grandes montagnes, donc Jotunheimen. Oui, il faut sortir d'Oslo. Il faut sortir d'Oslo. Après, techniquement parlant, il y a des gens qui vont en faire à Varingskollen, qui est pas si loin. Mais c'est plus les gens vont en faire là pour s'entraîner. Ok. C'est plus de l'échauffement. Mais encore une fois, aller là-bas, bon, ça prend du temps. J'ai un ami qui n'a pas de voiture non plus. Il y va en bus. Mais ça fait partie de l'expérience d'aller dans des hautes montagnes, d'avoir des super vues. Exactement. Et c'est quelque chose que les Norvégiens ne parlent que de ça. C'est pas trop lourd l'équipement pour monter ? Ça peut être lourd et justement le matériel plus léger est plus cher. Ah oui, bah oui, comme d'hab. C'est technique. Donc si tu veux pas trop te fatiguer, t'achètes du matériel de qualité qui pèse pas lourd, bah ça augmente la facture. Oui, comme pour le ski de fond par exemple, ce sont les bâtons en carbone. C'est très léger, très résistant et très cher. Mais voilà, on parle beaucoup du top tour, mais clairement le ski de fond, on peut en faire en dehors d'Oslo, on prend juste le bus pendant 30 minutes, c'est gratuit, contrairement par exemple à beaucoup de lieux dans le Jura où il faut payer pour rentrer dans le domaine. Mais non. Ah ouais, en France, parfois, il faut payer pour faire du ski de fond. C'est entretenu. C'est parce que c'est entretenu. Alors qu'en Norvège, en fait, c'est entretenu par des... à Oslo, c'est entretenu par Skiforeningen, l'association de ski. Moi, je suis membre parce qu'ils ont un très bon slogan qui est « Des snør ikke spor ». Donc, ils ne neigent pas des traces. Oui, généralement, tracks, si tu veux avoir leur application pour voir les tracés, il faut être membre aussi. Non, l'application est gratuite. Donc, en fait, techniquement, on peut tout faire gratuitement. Mais j'estime que de devenir membre, ça permet de financer le travail qu'ils font. Ouais, c'est super clair. Travail qu'ils font. Et on peut avoir du bon matériel d'occasion de ski de fond. Donc, clairement, c'est plus abordable. C'est le sport. Est-ce que tu avais pris aussi des cours de ski de fond ? Oui. J'avais commencé sans. Et je recommande vivement d'en faire. J'allais te demander si tu recommandes. Ah ouais, parce que pareil, j'y allais un peu en mode je sais skier, je sais faire du ski alpin et 2 mètres plus. J'ai fait 2 mètres avant de tomber la première fois. C'est complètement. T'as l'impression d'être sur des échasses, je dirais, parce que tu n'as pas du tout de stabilité au tout début, quoi. Exactement, c'est vraiment différent, mais et les cours aident. Au moins un premier cours pour avoir la bonne technique, logique, etc. Ouais. Et d'ailleurs, je reviens sur l'équipement de seconde main. Au moment où on enregistre, on est fin avril, et c'est la saison. Il y en a 2 fois par an des Loppemarked, qui sont les marchés de seconde main organisés dans les écoles d'Oslo, et j'imagine à travers le pays. Et c'est génial pour avoir des bons équipements pas chers. Après aussi, il y a tout ce qui est jouets, habits, plein de choses, mais y compris les skis et certains meubles, ça peut être cool. Et l'ambiance est trop sympa.
tu as en général des petits burgers, des choses à manger et tout. Donc c'est quelque chose de culturel et qui est cool pour s'équiper. J'aimerais rebondir là-dessus en parlant des culture shocks, justement. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi sur l'open market, mais j'ai des amis français qui m'ont dit que la première fois où ils étaient allés, ils avaient été très déçus parce qu'eux, ils s'attendaient à une brocante à la française, avec parfois potentiellement des professionnels et des objets de qualité, alors qu'en Norvège, non, les brocantes sont généralement pour financer des projets d'école ou pour financer des clubs sportifs, et c'est plus bon enfant, c'est très très sympa, moi je trouve, mais effectivement, si tu vas avec les préconçus français de te retrouver dans une brocante, non, c'est plus un vide-grenier où les gens se débarrassent des choses dont ils veulent plus. Je dirais que c'est la différence entre brocante, comme tu dis, qui est plutôt quelque chose de... Maintenant, avec en plus ce que tu dis d'extrêmement bobo, je dirais quelque part, et les puces, où là, c'est vraiment braderie, quoi. En tout cas, dans ma tête, c'est comme ça que je l'imagine, ouais. Je rebondis sur le fait que tu dises que avec ta femme, vous sentez très norvégien. Nous, c'est pas un secret. La langue, c'est pas complètement acquis, c'est toujours en cours. On a repris les cours et on essaie de s'y mettre, surtout là avec nos filles. Vous, comment s'est fait l'apprentissage de la langue ? Ça s'est fait différemment pour nous deux. Quand elle a commencé à travailler dans le milieu du réseau ferroviaire, le travail était en norvégien. Donc, pas le choix. L'entretien s'est fait, à l'époque, elle n'était pas bilingue. Mais suite aux compétences et son niveau de norvégien à l'époque, ils lui ont donné une chance. Et ensuite, quand tu travailles 8 heures par jour en norvégien, clairement, c'est un sacré boost. Et donc maintenant, elle est bilingue. Moi, pour ma part, j'ai travaillé dans 3 entreprises depuis que je suis en Norvège. Et je travaille toujours qu'en anglais. C'est un domaine où on travaille beaucoup en anglais. Assez ironiquement, en fait, en 2020, ou fin 2019-2020, quand j'ai décidé de changer de travail, j'ai cherché une entreprise dans laquelle je parlerais norvégien parce que je voulais améliorer mon norvégien et que la seule solution, quand à la maison on parle français, c'était donc de parler norvégien de mon point de vue pendant toute la journée. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas réussi. Pour 2 raisons. C'est que mon CV, donc j'ai eu pas mal d'entretiens. À l'époque, en tout cas, c'était pas un souci. Soit les entreprises trouvaient que mon norvégien n'était pas assez bon, mais ne voulaient pas me donner une chance. Et ce qui m'a un peu frustré, parce que par exemple, j'avais été contacté à un moment, c'était eux qui étaient venus vers moi, qui avaient vu mon CV, qui avaient dit qu'ils étaient intéressés par mon profil. Et en fait, ils nous disent « Ah, mais en fait, certes, tes compétences matchent ce dont on a besoin. » Et l'entretien avait été en norvégien. Et ils m'ont dit « Mais en fait, il n'est pas assez bon. » Et je leur ai dit « Mais donnez-moi une chance. Dans 6 mois, je suis parfaitement bilingue. » Et ils ont dit non. Ou alors, les entreprises disaient « On s'en fout, on parle qu'en anglais. » Par exemple, j'avais eu des entretiens chez Ouda. C'est la boîte de livraison dont vous avez déjà parlé d'ailleurs. Donc livraison de courses. Ouais. Et donc une boîte norvégienne. Et je me souviendrai toujours de l'entretien où la personne, avec vraiment très heureuse, me dit « On est en train de s'étendre et on est en train de changer la langue de l'entreprise pour l'anglais. Donc, tu n'as pas besoin de parler norvégien. » Je dis « Non, mais c'est ce que je cherche. » C'est ça, exactement. Donc, bon, j'ai fini chez DNV, donc je suis entièrement satisfait, mais c'est une boîte norvégienne, pareil, norvégienne, mais qui travaille beaucoup à l'international. Donc DNV, ils font quoi exactement ? DNV, c'est une très grosse boîte qui a fêté récemment ses 160 ans. Donc c'est une vieille boîte norvégienne qui fait beaucoup de certifications, classifications de bateaux. Donc le cœur de métier, c'est le maritime, suivi par tous les systèmes d'énergie. Donc c'est une boîte plutôt tournée vers l'industriel. C'est normal que B2B plus que B2C, donc c'est normal que la majorité des gens n'en aient jamais entendu parler. Moi, je travaille plutôt dans les systèmes de paiement. Enfin, je ne suis pas dans le cœur de métier, mais voilà, cybersécurité, etc. Et la langue officielle en interne est l'anglais. D'accord. Alors que c'est une des plus vieilles boîtes norvégiennes. Ouais. Moi, c'est pareil. Je fais partie maintenant d'une boîte norvégienne et pareil, langue officielle, anglais, quoi. Alors qu'elle est Elopak, c'est très, très norvégien depuis longtemps, quoi. Alors, donc ça devient... Du coup, pour moi, apprendre le norvégien, ça a d'abord été des cours, parce que j'estime que c'est la moindre des choses à faire quand on vit en Norvège.
Ensuite, j'ai arrêté les cours quand je trouvais que je payais. Les cours n'allaient pas dans la direction dans laquelle je voulais. C'est-à-dire quand on a commencé en cours à parler de la mythologie norvégienne, en fait, c'était du vocabulaire qui, honnêtement, ne m'intéressait pas. J'aurais préféré des cours qui se concentrent plus sur comment parler à son médecin, comment parler dans un restaurant. Oui. Tu vois, je n'étais pas satisfait par... Excuse-moi, on va faire une pause. La bête est de retour. Ah oui. C'est une grosse bête. Ah, mais... c'est une grosse bête, ouais. Ouais. Je l'imaginais pas comme ça, tu vois. 30 kilos d'amour. Je sais pas pourquoi, j'imaginais que c'était un petit chien, mais... Un petit chat. Ouais, je sais pas pourquoi. Et donc, ce qui s'est passé à un moment, c'est que j'ai pris des cours pour me préparer à l'examen de langue pour la nationalité. Donc, en fait, cette fois-ci, la seule fois où j'ai repris des cours après ma déconvenue, ça a été des cours qui étaient vraiment spécifiques pour se préparer à l'examen. Il s'appelle comment déjà l'examen ? C'est la Norsk Prøve ? Oui. C'est ça. Ouais. Maintenant, il s'appelle... il en existe un autre, le Bergen Test, mais Voilà. ils ont tout mis sous le parapluie, on va dire, Norsk Prøven. Donc, j'ai pris des cours qui étaient vraiment taillés pour nous apprendre à faire des exercices, le vocabulaire qui est spécifique pour les exercices, en gros. Et ensuite, j'utilise le norvégien, en fait, avec des amis, j'utilise avec le médecin. Mais par exemple, je pense que je peux dire honnêtement que mon niveau de norvégien a un peu baissé depuis que je suis norvégien, puisque je prends plus de cours et je le pratique moins. Forcément, au travail, c'est l'anglais, à la maison, c'est le français. Et quand on n'utilise pas une langue tous les jours, elle a tendance à se détériorer. Alors, j'ai prévu de le réapprendre parce que là en ce moment je me suis mis à apprendre l'espagnol que je sais que vous parlez mais on va pas On va pas Allez, on te teste, Thomas. Donc j'apprends l'espagnol, je réapprends l'espagnol, mais après les grandes vacances j'ai prévu de me remettre un minimum quand même au norvégien. Parce que je pense que c'est vraiment utile. On ne vit pas la Norvège de la même façon quand on sait parler la langue. Il y a plein de choses qui nous passent à travers si on ne la maîtrise pas du tout. Ne serait-ce que ce qui se passe dans l'actualité, qui parfois peut être intéressant à suivre, y compris pour les étrangers. Mais aussi, ça nous ferme à plein d'opportunités d'amitié, on va dire, avec les collègues. Mais aussi... J'ai rencontré des gens qui, c'est pas pour vous mettre de la pression, hein, mais qui... On l'a déjà, t'inquiète. Mais en fait, qui n'en avaient pas besoin et au bout de 7 ans en Norvège, perdent leur emploi. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, ils ne trouvent pas de nouvel emploi sans parler le norvégien parce que je pense que le marché est plus strict maintenant et c'est un moyen d'écrémer par les entreprises de vérifier si les gens parlent norvégien. Là récemment nous avons mis une offre donc dans mon entreprise où le norvégien n'est pas nécessaire pour embaucher quelqu'un dans les ressources humaines. On a reçu 400 CV. Il faut faire un choix rapide parce qu'il faut trouver des critères pour ces 400 personnes. Alors, je ne fais pas partie du processus de recrutement, mais d'après ce que je comprends, une personne qui habite déjà en Norvège et qui parle norvégien est plus haut dans la pile. Bien sûr. Ça ne veut pas forcément dire qu'une personne qui ne parle pas norvégien ou une personne qui n'est pas encore en Norvège ne pourra pas être choisie, ça dépend des critères. Mais quand il faut classer ces 400 CV, bien sûr, forcément, une personne qui est là et qui a fait le choix de l'intégration est placée plus haut dans la file. Ouais. Non, mais c'est très vrai ce que tu dis et je pense que nous, on le ressent. C'est possible de vivre sans le norvégien, du moins tant que ton job te le permet. Mais comme tu dis, je pense que ça te limite sur certaines amitiés, sur plein de choses de la culture. Et puis nous, maintenant, on l'a beaucoup ressenti. Avant, disons qu'on faisait l'impasse quelque part. On avait fait ce choix de faire l'impasse, surtout comme tu l'as entendu après l'espagnol et l'Amérique latine. Mais maintenant, on en a envie. Ouais. C'est plus que c'est un peu dur de parfois prioriser ça sur d'autres choses, mais c'est intéressant d'entendre les parcours différents. Dis, c'est dur de le parler au quotidien. Ouais. Quand la journée, tu la passes au travail et que tu parles en anglais et que le soir, tu rentres, tu parles en français, c'est dur de le pratiquer. Ouais. Est-ce que toi, quand tu vas dans un café, faire tes courses et tout, là, tu t'essayes toujours de parler en norvégien ? Toujours. Quand c'est clairement, toujours. Et même pour le médecin, je le bosse un peu, parce que je sais ce que je vais lui dire, et je le bosse en norvégien.
Trop bien. Le restaurant, j'ai aucun problème. Il y a plein d'endroits où j'ai suffisamment l'habitude. Je sais très bien quelle va être la discussion. Et le médecin, je le travaille en avant norvégien. Mais c'est aussi parce que je me suis peut-être pris quelques remarques d'amis, par exemple, des amis norvégiens avec qui on parlait anglais et qui, au bout d'un moment, m'ont dit au bout de quelques années, on se parlait en norvégien. Et c'est ce qui est tout à fait compréhensible. Oui, bien sûr. On est en Norvège. Pour eux, c'est aussi un effort de parler anglais, même s'ils le maîtrisent. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont envie de parler anglais tout le temps. Et le médecin me l'a dit une fois. En fait, c'est vrai qu'au tout début, en venant de l'étranger, je ne parlais pas du tout norvégien. Donc, je lui ai demandé si on pouvait parler anglais. Et forcément, sans trop de surprise, le médecin norvégien parlait très bien anglais. Donc, on parlait anglais. Et un jour, il m'a dit une petite remarque du genre ouais, bon, ok, je peux parler anglais. Mais son sous-entendu, c'était quand même bon, tu pourrais au moins faire l'effort de parler norvégien. Je pense que c'est un peu les réactions qu'on se prend. Déjà, à mon niveau, j'y suis plus sensible parce que moi-même, plus les années passent, plus j'ai. Quelque part, je rigole en disant que j'ai honte de dire depuis combien de temps on est là. Parce que, voilà, une fois de plus, en Amérique latine, pas le choix, on bossait avec tous les accents différents. En 6 mois, boum, c'était plié, on parlait couramment. On avait aussi un meilleur bagage. Oui, on a fait quand même beaucoup d'années à l'école. avant ça. Mais bon. Mais du coup, je comprends complètement quand tu dis ces petites remarques qui peuvent avoir un poids un peu plus important au fil des années, parce qu'aussi on se remet en question. Et puis, après, il faut reconnaître qu'il y a une difficulté, c'est que il y a deux choses que je voudrais dire, c'est que comme ça a déjà été évoqué, il y a beaucoup de dialectes, et il y a aussi le petit problème de mon point de vue, c'est que les Norvégiens comprennent les Suédois, mais moi, en ayant appris le norvégien, j'ai vraiment du mal avec les Suédois, et donc tu peux te retrouver au travail. Alors, il y a certaines réunions au travail, chez DNV, s'il n'y a que des Norvégiens dans la salle, ça va quand même parler norvégien. Donc j'y suis un minimum exposé de temps en temps au travail. Le seul problème, c'est qu'on fait déjà... Je cherche pas d'excuses, mais quand on fait déjà l'effort d'apprendre une langue, mais que tu vas te retrouver avec des collègues qui ont un dialecte qui peut être considéré comme une deuxième langue presque, ou des Suédois qui continuent à parler suédois, et là je fais mon norvégien, déjà, on est en Norvège, on devrait parler norvégien, pas suédois. Parce que pour moi, j'ai du mal à les comprendre, et je suis là déjà, j'ai fait l'effort d'apprendre le norvégien, et j'ai du mal à te comprendre, bon... Et donc, il y a quand même cette difficulté en Norvège de tous les dialectes. C'est-à-dire qu'il y a 5,5 millions de personnes, mais le bokmål qui est appris ici à Oslo est parlé par moins de gens encore que ça. Donc, le retour sur investissement, c'est pas le même que l'espagnol. Hein. Vraiment pas. Mais en contrepartie aussi, par contre, une chose qui me fatigue, mais d'une force, c'est les Français qui prononcent mal des mots norvégiens où il n'y a aucune difficulté. Ça pourrait être moi, je pense. Ça a peut-être été toi dans un épisode précédent. D'accord. En fait, c'était déjà visé. Pas du tout. Un vrai, pas. Ah non, d'accord. Dis-moi. Ah, d'accord, ok. Ah si, mais je peux te dire. Oui, dis-moi. J'adore. À moi, t'as dit bokmål. Ah oui. Bah oui, et le A avec un rond, mais pour les Français, n'a aucune difficulté. Et aussi le O barré, qui se prononce E et qui est difficile pour plein de langues. Oui, il n'est pas pour les Français. On a cheveux, on a pneus, on a les œufs. Il faut le voir comme ça, ouais. Et donc, quand j'ai des Français qui sont là depuis des années et qui me disent je vais à Tromsø ou je vais à Bodo, tu vous sens que l'effort. C'est vrai. Voilà, il y est pas, quoi. Moi, je dis pas Tromsø quand même. Non, mais j'adore parce que Thomas, j'ai l'impression qu'il a mi-chemin entre nous deux. Moi, je suis un peu le scolaire qui aime bien essayer de prononcer très bien les choses. Non, c'est vrai. Et toi, t'es l'élève qui va plus oser, même si elle prononce mal. Ouais. Toi, tu vas faire ta phrase bien dans ta tête avant de la dire pour être sûr de bien dire les choses correctement. Quitte à le dire tout court, c'est ça le problème. Quitte à pas le dire tout court. Et moi, j'y vais. Et je vois s'ils me comprennent. Et s'ils me comprennent, je cherche pas plus loin. Non, mais il faut clairement une balance. Je prononce clairement pas. Enfin, j'ai un accent quand je parle français. Donc, déjà, je parle avec un handicap. J'ai un accent quand je parle anglais et j'ai un accent quand je parle norvégien. Je prononce pas correctement. Mais non, mais t'as raison. Voilà. Le haut barré, pour moi, c'est vraiment le petit truc où il n'y a aucune difficulté pour les Français. C'est clair. Mais attends, mais tu donnes un bon tips parce que je suis sûr qu'il y a plein de personnes juste mentalement devoir se haut barré, ça bloque. Alors que tu dis, c'est comme si tu mettais cheveux, voilà, c'est 2 hauts barrés, après le che, après le V, et là tu as donné un bon tips pour savoir parler norvégien, en tout cas prononcer.
Et on parlait de la langue, du coup, avec les amitiés. Comment s'est passée votre intégration? Est-ce que vous êtes fait des amis norvégiens malgré la langue? Comment vous êtes fait des amis norvégiens, d'ailleurs? Et des amis tout court. Et des amis tout court. À la base, Oui, peut-être pas. C'est une très bonne question. Est-ce que vous avez plus d'amis norvégiens? Est-ce que plus d'amis étrangers? Est-ce que c'est une bonne balance? J'ai plus d'amis étrangers, clairement. Et ma femme a peut-être plus d'amis norvégiens. Parce qu'aussi, c'est une différence, je trouve, en Norvège. Il y a un peu cette séparation où tu mélanges pas trop les amis. Je sais pas du tout. J'ai l'impression que c'est un fait. Après, je sais pas si c'est votre expérience. Mais il y a le concept en Norvège de guttetur, jentetur, par exemple. Où c'est que les hommes guttetur, donc un tour entre les amis, masculin. Donc, c'est que les gars qui vont faire un tour. Enfin, ça peut être des vacances, ça peut être une randonnée. Ou que les filles d'un côté. Et aussi, tu mélanges pas les cercles. Les amis du travail sont les amis du travail. Donc, par exemple, ma femme, dans les divers jobs qu'elle a eu, elle s'est fait de nombreux amis que je n'ai quasiment jamais rencontrés. Et moi, je suis un peu resté français de ce côté-là, c'est-à-dire que j'invite souvent mes collègues amis à la maison. Et bien sûr, ma femme est là, donc elle les a rencontrés. Mais il y a vraiment cette séparation quand même. Donc, c'est pour ça qu'elle a plus d'amis norvégiens. Moi, je me suis fait des amis norvégiens au travail, mais parfois ça s'est perdu aussi. Ceux de mon premier travail il y a 12 ans, j'ai quasiment plus aucun contact avec eux, mais ça, ça n'a rien à voir avec la Norvège. J'ai envie de dire, c'est juste les amitiés, parfois, se créent, elles disparaissent. Bon, les aléas de la vie. Et mes amis norvégiens, en fait, tous, dans une certaine mesure, ont un petit côté ouvert à l'international. Soit ils ont étudié à l'international, soit ils ont plusieurs amis étrangers. Ça n'empêche pas qu'on se parle en norvégien maintenant. En tout cas, je fais l'effort. Alors, l'un d'entre eux m'a dit « Ah, ton norvégien, c'est quand même dégradé. » Donc, en fait, c'est là où je suis un peu... Okay. Allez, le médecin, le copain, boum, boum, boum. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est trop drôle. Je voudrais revenir sur le guttetur et jentatur, parce que moi, j'avais bien sûr remarqué ça, que même quand on est en train de boire des verres, je vois souvent que c'est des garçons entre eux qui boivent des verres, des filles entre eux. Et je me disais, on dirait un peu des lycéens. Enfin, à nos âges, on se mélange, quoi. Et je savais même pas qu'il y avait ces mots pour ça. Donc, en fait, c'est communément admis que on se fait des trucs entre potes mecs et entre... Exactement. Et c'est pas, il y a ça, et il y a vraiment ce côté de tu mélanges pas les amis d'enfance. J'ai des amis norvégiens qui m'ont expliqué. Ils ont leurs amis du lycée, et parfois ils se voient qu'entre amis du lycée. Alors c'est pas forcément que des hommes et des femmes, mais enfin, je veux dire, c'est mélangé. Ouais. Mais c'est le lycée. Mais voilà. Et le plus un, le partenaire, n'est pas invité. C'est ça. Moi, j'aimerais pas. Ben, c'est vrai que c'est peut-être encore un peu parfois choquant. Et ça m'arrive de faire, de casser les codes et d'inviter plein de gens qui ne se connaissent pas pour faire une espèce de potluck où chacun apporte quelque chose à manger, etc. Alors, je suis en train de dire ça, mais en même temps, je me rends compte que quand même la majorité qui viennent ne sont pas norvégiens. Donc, est-ce que vraiment, justement, ça marche? Est-ce que tu les sors vraiment de leur zone de confort? Ouais. Non, la gestion de l'amitié est assez différente. Et côté communauté française, est-ce que vous êtes, dès vos débuts, intégrés, fait des amis français? Quelle était un peu votre position par rapport à ça? Il y a parfois des gens qui vont nous dire moi, je voulais pas du tout de français, d'autres, ça vient naturellement. Vous, c'était comment? Au début, je pense que, comme beaucoup de gens, j'évitais la communauté française. On ne vient pas en Norvège pour être au Club Med et rester qu'entre Français. Peut-être certaines personnes, oui. Après, je ne juge pas. Chacun fait ce qu'il veut et ce qui est le mieux pour eux. Mais... Donc, au début, j'ai essayé d'éviter. Mais je pense qu'au bout de 2 ans, comme beaucoup de monde, j'ai eu ce passage où, quand même, ça me manquait de partager la culture française. Non pas qu'elle me manquait totalement, mais il y a tellement une grosse différence entre les deux cultures, entre tout ce qu'on a dit, que ça manquait un peu. Donc c'est peut-être à ce moment-là où j'ai rejoint le groupe Facebook des Français à Oslo. C'est où j'ai essayé de retrouver... je suis allé à des soirées ou des événements entre Français. Mais là, encore une fois,
La communauté française, en vrai, elle est très différente, elle est très hétérogène. Oui, il y a de tout. Exactement, il y a vraiment de tout. Donc en fait, il y a aussi beaucoup de gens, je vois, qui restent fermés dans leurs préjugés ou alors sur les clichés de la première personne qu'ils rencontrent. Alors qu'en fait, non, elle est vraiment, vraiment très hétérogène. Les gens sont venus là pour des raisons différentes. Les gens ont des passés complètement différents. Donc il faut... en fait, c'est un peu comme avec les Norvégiens, il faut un peu persister pour rencontrer plus de gens. Et plus on rencontre de gens, plus on a de chances de trouver quelqu'un avec qui on s'entend bien. Et c'est rigolo parce que ça a été totalement notre démarche, mais inattendue via le podcast. Parce qu'on a commencé à principalement contacter des gens de notre cercle direct. Déjà, lors des interviews, on en apprend en général énormément sur des parties de leur vie qu'on connaissait même pas. Et après, on a aussi eu accès à d'autres personnes dont tu fais partie. Alors toi, c'est un cas particulier parce que, comme Laure et Lou, par exemple, on avait vu... Enfin, tu crées une espèce de relation avec ce qu'on peut voir en ligne via des groupes ou via des blogs. Et de vous rencontrer, c'est ouf. Et ça, je trouve que ça a redynamisé complètement notre vie en Norvège. Et peut-être au bout de 7 ans, l'envie de retisser un peu des liens aussi avec la communauté française, mais sans se dire c'est contre la Norvège ou c'est pour la France. On a juste trouvé ça hyper enrichissant. Ouais, et je suis d'accord avec toi sur le fait... je me rappelle quand on est arrivé, on est allé à un de ces apéros de français. Et les seules personnes à qui on a parlé, on n'a pas connecté. On n'a pas connecté. Et du coup, on a arrêté complètement en se disant non, mais en fait, on va pas trouver notre bonheur là-bas. Et puis finalement, en 2020, je sais pas si tu te rappelles, c'était peut-être pendant le Covid, on y est retourné. Et là, pour le coup, on a rencontré des gens avec qui ça a matché. Donc... C'est trop drôle parce que je me rappelle que du fiasco. Ben non, mais Mélodie, Malik. Ah mais oui, voilà. Ah bah ouais. Mais oui. Complètement différent. Donc, tu as raison, il faut persister. Il faut persister. Et je vois, j'ai une anecdote qui m'a marqué, c'est récemment, l'année dernière, ces dernières années, j'ai organisé un pique-nique du 14 juillet à Frognerparken pour les gens qui parce que l'ambassade fait aussi son invitation, mais c'est en journée. Ça peut être en semaine, donc moi j'essaie de le faire en week-end ou le soir pour que les gens se rencontrent. Et je me souviens très bien d'avoir vu une personne arriver que je connaissais pas. J'essaie de dire bonjour à tout le monde, mais j'étais occupé et le temps que je me retourne pour aller lui parler et lui souhaiter bienvenue, cette personne était déjà partie. Donc je suis allé voir une amie avec qui je les ai vus discuter. Je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé Enfin, est-ce que tu sais où est partie cette personne? Et elle me dit elle est partie parce que elle a dit que c'était pas pour elle, puisque de toute façon, c'est que des expats et que des gens avec enfants. Et moi, c'est pas pour moi. Et ça m'avait vraiment marqué, parce que expat, ici, c'était vraiment dans le terme, j'ai pas envie de dire péjoratif, mais c'était utilisé de manière un peu péjorative entre les gens qui sont là, envoyés par des entreprises françaises qui tout feraient payer, etc. Et l'ironie, c'est que en fait, les gens qui sont encore là au 14 juillet, en général, qui sont quand même les grandes vacances norvégiennes, les 3 semaines de vacances, en général, ce sont plutôt les gens qui ne sont pas les expats. Eux, ils sont déjà rentrés en France, donc c'était déjà tout l'inverse sur les gens qui étaient présents. Et puis, il y avait un grand groupe de trentenaires qui, en l'occurrence, étaient sans enfants, parce que, bien sûr, c'est une super occasion, ces pique-niques, pour venir en famille, etc. Mais... cette personne est vraiment restée sur ses préjugés. Oui, en fait, ouais. C'est pas du tout intégré, alors qu'il y avait c'était littéralement l'inverse de ce qu'elle pensait. Et ça, je pense que je le vois souvent à travers des discussions où je recommande de ne pas rester sur la première expérience ni sur ses préjugés. Et à la fois avec les Français et avec les Norvégiens. Ouais, c'est vrai, c'est un bon conseil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, il y a des préjugés, un peu comme tu dis, sur les débuts en Norvège, peut-être pas trop la communauté française, ou alors ceux qui ont besoin de ce réconfort directement parce que c'est pas forcément facile de s'intégrer. Et puis ça va évoluer avec le temps, et puis ça va revenir. Nous, il y a des côtés de la société norvégienne qu'on ne soupçonnait même pas à la base, qu'on adore maintenant, d'autres qui sont plus difficiles à vivre, et puis après ça passe. Donc il y a tout un processus parfois de relation vis-à-vis de la France, vis-à-vis de la Norvège, mais il faut être prêt à essayer de toujours rester ouvert d'esprit au maximum.
Même si il faut aussi reconnaître que c'est pas facile dans un sens ou dans l'autre. La propre relation qu'on peut avoir avec la France ou la Norvège, il peut y avoir des hauts et des bas et il faut pas s'en vouloir pour ça non plus. Ouais. Mais rester ouvert à ce qui peut arriver de bien dans les deux sens, je dirais à chaque fois. Ouais. Donc tu disais qu'au départ, tu t'étais pas forcément direct mis dans ce groupe de Français à Oslo. Comment tu t'es impliqué de plus en plus dans cette communauté ?